Merci à Olivier Hamon et Thierry Ribaud de leur présence ce soir. Et on a beaucoup de chance qu'ils soient parmi nous, malgré les circonstances un peu compliquées des déplacements aujourd'hui. On est effectivement très heureux de lancer ce nouveau cycle de Métroforum sur les transformés plutôt que transition au fond, parce que le sujet qui est au cœur de notre réflexion cette année, c'est celui d'interroger, de mettre en question la notion même de transition, et notamment derrière la transition, après la transition, la question de la résilience, où on aurait pu poser d'ailleurs la question de la transition et après. Pourquoi on s'est posé la question de la résilience? Alors la question ce soir particulièrement, parce que la question de la résilience, ce n'est pas une question complètement nouvelle, on va en convenir. On se souvient peut-être, les architectes connaissent peut-être les travaux de Campanella et Wall, qui étaient sur la ville résiliente, et donc dans un contexte post-traumatique des attentats du 11 septembre. Et donc effectivement, il y a deux univers de catastrophes qui ont primé dans les travaux sur la résilience en matière urbaine. Les questions de crise liées au terrorisme, et puis les questions de vulnérabilité aussi liées aux inondations. Et puis, ce qu'on a constaté avec la résilience aujourd'hui, c'est que c'est devenu un horizon, comme un horizon qui s'impose un peu dans tous les domaines, tous domaines confondus, en particulier économiques, et qui interroge plus largement la vulnérabilité des métropoles. Et donc, si on souhaitait mettre en question, et notamment passer de la transition à la transformation, c'est qu'on souhaitait critiquer, peut-être, prendre un peu de recul avec vous, que vous nous aidiez à prendre du recul et que vous aidiez aussi les métropoles à prendre du recul par rapport à ces questions pour penser les défis qui se présentent à elles. Et notamment, et je crois que c'est Thierry Ribaud qui pourra peut-être nous en dire plus, notamment sur le sujet, notamment la façon dont la résilience est une façon aussi de ne pas agir. C'est une façon aussi, on recourt à la résilience pour ne pas agir. La résilience, c'est aussi entretenir, organiser des formes d'inertie ou de gouvernabilité des conduites aussi, des comportements. Et donc on pourra voir de quelle façon la résilience traduit aussi une façon de ne pas agir, de ne pas transformer, de ne pas aller au-delà, plutôt de maintenir des dispositifs en état. Le deuxième horizon qui peut s'ouvrir aussi à travers la résilience, c'est de se dire au fond, est-ce qu'il s'agit de poursuivre l'objectif, l'horizon de systèmes parfaits qui sont parfaitement invulnérables? Est-ce qu'on tend à être de moins en moins vulnérable? Ou au contraire, on a peut-être d'autres voies? Et c'est vous, Olivier, qui allez nous en parler, notamment autour de la question de la robustesse, puisqu'on a été, effectivement, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « La logique du vivant », dans lequel vous avez développé notamment cette idée. Voilà un petit peu le cadre de réflexion, et donc je vous laisse maintenant la parole avec la proposition donc, de vous laisser peut-être Olivier ou Thierry en premier la parole. Merci beaucoup. D'abord, merci bien sûr pour cette invitation audacieuse, et je suis très content. Je dis audacieuse parce que finalement, les milieux académiques ont encore beaucoup de mal à prendre positivement la critique de la résilience. Ils ne sont pas les seuls, comme milieu, à être réticents à la critique de la résilience. Il y a, je dirais, le commun des mortels qui est très réticent aussi en général, puisque c'est un peu critiquer la résilience, c'est devenu un peu comme critiquer Dieu, en fait, ou en tout cas un ersatz de Dieu. C'est-à-dire une espèce de... Parce que la résilience, les résiliomaniaques ont réussi à faire passer cette notion pour une notion qui renvoie à la croyance, en fait. Et je vais m'expliquer là-dessus. Et donc, le monde académique est encore très réticent parce qu'une grande partie de ce monde académique a l'impression que lorsqu'on critique la résilience, on enlève toute possibilité d'espoir, en fait. Et donc, ce serait au contraire une attitude désespérée qu'est la mienne de s'attaquer de manière assez radicale à la résilience. Je vais essayer de vous expliquer que mon propos est totalement l'inverse de ça. C'est qu'en fait, moi, je considère qu'en fait, c'est la notion de résilience qui, en fait, nous empêche d'avoir tout espoir dans la possibilité de changer le monde dans lequel nous vivons. Alors, deux mots quand même. Je suis obligé de vous dire que j'ai travaillé pendant plusieurs années sur les conséquences sur la politique publique de gestion de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Je ne peux pas ne pas dire deux mots de ça, parce qu'en fait, c'est un peu les fondements de ma pensée, de ce que j'ai développé
en matière de critique de la résilience. Pourquoi ? Parce que, alors, il se trouve que j'étais au Japon au moment où cet accident nucléaire est survenu. En fait, j'ai travaillé une quinzaine d'années, 14 ans au Japon. Et durant mon deuxième séjour, entre 2007 et 2015, eh bien, est survenu cet accident. Je vais faire très vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs publics japonais ont mis en place très vite ce qu'ils ont appelé une politique de résilience nationale pour faire face à cet accident. Donc ça, je tenais à vous le dire pour que vous compreniez bien que lorsque nous parlons de résilience, nous ne parlons pas d'un mot à la mode, nous ne parlons pas d'un mot, comment dirais-je, d'une gargarisation politique ou journalistique. Il s'agit véritablement d'un outil politique très fort. C'est pour ça que je m'y attaque, parce que je le prends très au sérieux. Et donc, au Japon, qu'est-ce qui s'est passé ? Peu de temps après le début de la catastrophe, je dis le début parce qu'en fait, une catastrophe nucléaire, c'est un événement, c'est un accident à un moment T, mais c'est aussi quelque chose qui dure dans le temps, et qui dure tout simplement, pour vous donner une illustration, parce que les 3 cœurs fondus qui ont explosé sur les 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi en mars 2011. 3 cœurs ont fondu, se sont mélangés avec la ferraille et le béton, et ces 3 cœurs, juste pour vous donner cette illustration, on ne pourra pas les approcher avant un demi-siècle. Donc la catastrophe, ça commence à un moment T, mais c'est une catastrophe continue. J'insiste sur ça, aussi une catastrophe continue parce que 2 piscines contenant des combustibles se trouvent sur les toits des réacteurs qui sont eux-mêmes ébranlés, et cela signifie que s'il y a un tremblement de terre de magnitude supérieure ou égale à celle qui a touché la région en 2011, eh bien, les piscines peuvent tomber. Et si ces piscines tombent, bien sûr, ils les ont renforcées, hein, mais elles peuvent tout de même tomber s'il y avait et on n'arrive pas à les vider parce que ces piscines sont trop radioactives, on n'arrive pas à les approcher avec des humains. On essaie de les approcher avec des robots, mais même avec les robots, on n'y arrive pas. Alors, le problème, c'est que c'est ça aussi, ça continue. Voilà, c'est ça que je veux vous dire en 2 mots. Et ça continue aussi du point de vue des conséquences sanitaires et humaines sur les humains, puisque, en fait, sur les 60 000 liquidateurs qui ont été mobilisés depuis le début de la catastrophe, et sur les 30 000 décontaminateurs qui sont intervenus dans la région pour gratter le sol et mettre tout ça dans des sacs, etc., des sacs de déchets dont on ne sait plus quoi faire, vous connaissez ces pyramides de sacs noirs, etc., eh bien, il faut savoir que sur les 60 000 liquidateurs qui sont arrivés, qui ont défilé depuis le début de la catastrophe, en fait, une grande partie durant les 2 premières années ont travaillé à 100 dosimètres. Et ça, ce sont des données du ministère du Travail japonais. Hein, donc tout ça, c'est sourcé. Tout ce que je vous raconte, même si je peux vous le dire parfois avec une certaine légèreté, c'est sourcé dans l'ouvrage que j'ai fait paraître qui s'appelle « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs », qui est ici. Eh bien, en fait, les pouvoirs, donc, une grande partie des travailleurs n'ont pas été mesurés. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'est pas étonnant de voir chez les nucléaristes ou même chez d'autres apparaître le bilan de la catastrophe de Fukushima, 0 mort. Évidemment, puisque les morts sont dans les travailleurs sont dans la nature, on ne sait pas où ils sont, parce que beaucoup de ces travailleurs qui sont intervenus au début, en fait, sont des gens qui ont été recrutés par les mafias japonaises sur les marchés du travail au noir, et ont été embarqués dans des fourgons pour travailler sur les sites. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient travailler dans la centrale, etc., etc. Donc voilà. Et donc, sanitairement, on peut dire que la catastrophe continue également. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que, bien sûr, le bouquet, c'est que a été créé en 2014 un ministère de la résilience nationale. Et je vous prie de ne pas rire, parce qu'en fait, je vais vous parler dans un instant des projets français en la matière, qui sont exactement les mêmes. Alors, donc, un ministre de la résilience nationale a été nommé, puisqu'il y a un ministère. Et
en fait, donc une série de bureaucrates, une série d'employés de ce ministère ont été mobilisés et ont été envoyés sur le terrain, en fait, avec l'objectif, je synthétise, l'objectif d'apprendre aux gens à vivre avec la contamination. Donc, il s'agit bien de travailler sur les comportements, de travailler sur les psychés, comme je reviendrai après, à travers cette politique de résilience. Et notamment, alors je cite là un psychiatre, alors de nombreux psychiatres ont été mobilisés par le ministère de la Résilience, envoyés sur le terrain pour expliquer aux gens des choses du genre, je cite, « Il est important pour calmer sa peur d'être exposé à la radioactivité ». Donc vous voyez bien, ça c'est tout le processus de la résilience. C'est en fait de prétendre... c'est de s'attaquer aux effets sans jamais remettre en cause les causes, justement. Sans jamais s'attaquer aux causes. C'est-à-dire, autrement dit, le problème, là, à Fukushima, en l'occurrence, ce n'est pas la radioactivité, c'est la peur que les gens en ont. Donc le problème, ce n'est pas la catastrophe objective qui arrive à un moment T de l'histoire, et qui d'ailleurs se prolonge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas donc ce moment objectif qui arrive dans une société techno-capitaliste à un moment où elle est prise en flagrant délit de défaillance. Ça peut arriver, hein. Il y en a eu d'autres. Et non, la catastrophe, ce n'est pas ça. La catastrophe, c'est l'impréparation des individus à ce qui arrive. Il y a une grande nuance. Donc, en fait, on est bien dans un processus de subjectivisation du désastre, d'individualisation, si vous voulez, de subjectivisation. Rendre coupable la victime, rendre responsable ceux qui ne sont pas responsables, afin de déresponsabiliser les responsables. C'est l'un des cœurs du réacteur, si je puis dire, de la résilience. Alors, donc, à Fukushima, il s'est agi, en mobilisant la notion de résilience, finalement, de prétendre clore l'impossible. On était devant un impossible, une catastrophe qu'on n'arrive pas à maîtriser, malheureusement, et on prétend la clore comme on clôt une affaire criminelle en mobilisant la notion de résilience. Et bien sûr, c'est ça la frauduleuse ambition de cette notion, c'est de prétendre qu'on peut clore l'impossible et de préparer finalement les récepteurs, si je puis dire, au pire, sans jamais en élucider les raisons de ce pire. Finalement, on se rend compte que la résilience, en tout cas dans cette acception, elle consiste à résister au changement. Je dirais que, en fait, on pourrait reformuler encore autrement, la résilience est une anti-résistance, contrairement à ce qu'elle prétend être d'ailleurs. Une anti-résistance, bien sûr, au sens social du terme, parce qu'en fait, elle prétend préparer les individus à résister face à l'irrésistible, en l'occurrence, là, c'est la radioactivité, mais en fait, surtout, elle sert à négativer, à rendre négatives les émotions du genre la peur, le ressentiment, la colère et bien sûr la possibilité d'une révolte face à une situation injuste. Voilà, je vous livre le cœur de ma thèse. Alors, je vais élargir. En fait, pour moi, j'analyse la résilience comme une technologie du consentement, c'est-à-dire en fait une technique et une idéologie, une technologie du consentement. Qu'est-ce que je signifie par là ? À quoi s'agit-il exactement de consentir, finalement, pour être direct ? Il s'agit, en fait, d'amener, dans des situations de catastrophe, en tout cas, les gens à consentir à la technologie, déjà. Ça, c'est une première étape. Je dirais par la technologie aussi. Par et à la technologie. Dans le cas de Fukushima, c'est clair, il s'agit d'amener chacun à consentir à la technologie nucléaire, alors même que l'accident nucléaire, dans les conditions dans lesquelles il s'est déroulé, d'ailleurs, il a impliqué dans les premiers temps un retrait, une décision politique d'arrêter le nucléaire au Japon. Il aura fallu moins d'1 an
pour que la décision inverse soit prise, c'est-à-dire de reprendre. Grâce à la politique de résilience, je ne peux pas rentrer dans les détails, on pourra peut-être dans les questions tout à l'heure. Mais résister à la technologie, consentir à la technologie, ça peut également concerner les technologies vaccinales dans le cadre d'une épidémie. Il s'agit, grâce à la politique de résilience qui a été menée en France, qui s'est intitulée en 2020 Opération Résilience, je vous rappelle, il s'est agi donc d'amener chacun à consentir à la technologie vaccinale. Je ne suis pas dans les théories du complot sur le vaccin, est-ce que c'est bon ou pas. Je ne suis pas du tout là-dedans. Simplement, je constate qu'en fait, il a bien fallu amener chacun à consentir. Voilà. Et puis, bien sûr, consentir aux technologies de surveillance, comme on l'a bien vu quand même durant les 2 années de Covid en France ou ailleurs. Consentir également aux nuisances. Et c'est ça aussi un des objectifs de cette économie politique du consentement, aux nuisances, c'est-à-dire rendre incontournable, voire nécessaire, le fait de vivre avec le désastre et ses suites. Il s'est agi également, en tout cas dans le contexte de Fukushima, mais c'est vrai aussi dans d'autres contextes, je vais en parler, de consentir à la participation, d'amener chacun à devenir un acteur dans la cogestion des dégâts, afin, encore une fois, de déresponsabiliser les responsables. Il s'agit de consentir encore à l'ignorance en désapprenant à être affecté par ce qui est censé nous toucher au plus profond de nous. En l'occurrence, ça peut être la santé, mais ça peut être aussi, bien sûr, les libertés. Et puis, consentir encore à l'entraînement, à l'apprentissage et à l'expérimentation de nouvelles conditions de vie qui sont induites par le désastre, je dirais de nouvelles conditions de survie. Alors, moi, ce que je veux dire... J'ai encore 15 minutes ou pas? Dites-moi. Hein. Alors, j'ai parlé de manière générale. J'ai parlé de Fukushima, ensuite j'ai élargi pour dire en quoi, pour moi, la résilience est une technologie du consentement. Mais ce que je dois ajouter maintenant, c'est que finalement... Pourquoi je parle de Fukushima et ailleurs? Parce qu'en fait, l'ailleurs, n'allons pas le chercher loin, prenons-le en France. Il se trouve qu'en fait, en juin 2021, ont commencé les débuts des travaux d'une commission parlementaire française qui s'intitule la Commission parlementaire pour la résilience nationale. Ces travaux ont été clos en février 2022, date à laquelle, 3 jours avant l'entrée de la guerre de la Russie en Ukraine, un rapport a été rendu par les parlementaires. L'objectif principal de cette commission, c'était et c'est toujours de mettre en place une loi de résilience nationale. Alors, je cite. Alors, il se trouve que comme j'ai été auditionné par cette commission, je peux me permettre de la critiquer. Alors, ce qui est intéressant, en 3 mots, en 3 idées, moi, ce qui m'a troublé, c'est que finalement, 11 ans après la catastrophe de Fukushima, j'ai retrouvé exactement dans les conclusions de cette commission, qui ont été rendues publiques donc en février 2022, dans un rapport de 256 pages, dont je vous recommande la lecture, eh bien, j'ai retrouvé 3 idées phares en fait, qu'on trouve dans la politique de gestion de la catastrophe de Fukushima par les autorités japonaises. La première, c'est la fatalisation des désastres, à savoir surtout ne jamais s'attaquer aux causes des désastres, mais prétendre s'attaquer aux effets. J'en veux pour preuve l'extrait suivant que je vais vous lire. Alors, il s'agit, bien sûr, par exemple, les rapporteurs dans cette commission parlementaire nous expliquent qu'en fait, on est face à une accélération de la fréquence des épidémies, notamment en matière d'élevage intensif et d'urbanisation échevelée. Donc, ils ont une espèce de conscience qu'en fait, il y a bien des facteurs qu'on pourrait maîtriser et qui pourraient nous aider qui sont les causes, en fait,
nous aider à freiner l'accélération de la fréquence des épidémies qu'il dénonce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aucunement, il ne propose justement d'arrêter cette urbanisation échevelée ou de remettre en cause l'élevage intensif. C'est même tout le contraire, puisqu'ils nous disent qu'en fait, l'unique solution, c'est la résilience. En fait, finalement, il faut comprendre la résilience comme arme d'adaptation massive aux effets des catastrophes. Alors, que nous proposent-ils, ces parlementaires, en l'occurrence, en ce qui concerne les épidémies? Ils nous disent, en fait, il faut développer les actions biosécuritaires, c'est-à-dire il faut multiplier les confinements, multiplier les vaccinations des animaux et des hommes, et multiplier la destruction de cheptels lorsqu'il y a des épidémies. Et comme vous le savez, et eux-mêmes le savent d'ailleurs, en fait, ces solutions résilientes, finalement, ce sont les causes des catastrophes. Puisque on sait très bien que le modèle de la ferme industrielle ne peut pas exister sans les politiques biosécuritaires. Les politiques biosécuritaires sont là pour adouber le modèle de la ferme industrielle. Donc, il s'agit bien que connaissant les causes, de ne surtout pas les attaquer. J'en donne un deuxième exemple qui figure dans ce rapport. Pour toute réponse au dérèglement climatique, qui est bel et bien reconnu par les parlementaires, qui ne sont pas du tout trumpistes en la matière, ils sont vraiment conscients qu'il y a un problème. Et ça, c'est quand même une étape. Toutefois, voilà ce qu'ils nous proposent comme solution. Eh bien, l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire comme réponse au réchauffement climatique. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils nous disent de cette énergie nucléaire. Voilà ce qu'ils nous disent, citation. « L'énergie nucléaire comporte inévitablement des risques industriels, sanitaires et environnementaux et s'accompagne d'exigences supplémentaires de prévention des accidents et de résilience en cas de survenue de ces derniers. » Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'en fait, on est face à un réchauffement climatique. On nous dit, on va trouver une solution par la résilience. Et qu'est-ce que c'est cette solution par la résilience? C'est le nucléaire. Et le nucléaire, on nous dit, oui, mais on reconnaît qu'il peut y avoir des catastrophes avec le nucléaire, mais oui, mais c'est pas grave, on va y répondre par la résilience, en fait. Donc, c'est la résilience dans la résilience dans la résilience. C'est ce qu'on appelle un effet de vache qui rit. Et en fait, on substitue la fatalité des risques qui sont liés à l'atome à la fatalité des risques liés au réchauffement. C'est tout ce qu'on fait. On substitue les fatalités, mais en rien on ne s'attaque aux causes. Parce que c'est vrai que résilier signifie toujours gouverner dans la fatalité des désastres sans jamais se demander une chose très simple. Est-ce que l'adaptation est adaptée? Deuxième point de convergence que j'ai vu avec le Japon, c'est excusez-moi. Le deuxième point de convergence que j'ai vu, c'est rendre le désastre subjectif. Ça, c'est fondamental. Là, encore une fois, comme dans la situation japonaise, il s'agit, pour la résilience en marche, il s'agit de rendre chacun responsable de ce dont il n'est pas responsable. Au point de faire l'éloge du sacrifice, c'est ça que je trouve magnifique. Je vous lis un extrait. Voilà ce que nous disent les rapporteurs. Des centaines d'exemples d'héroïsme civil et militaire montrent la résistance collective des peuples face aux épreuves, famine, invasion, exil, épreuves qu'ils traversent, illustrant que les membres d'une société humaine peuvent être habités par un sentiment ou des idéaux qui leur paraissent plus élevés que leur propre vie. Excusez-moi de lire vite, mais donc voilà, il s'agit en fait, on nous dit plus loin, la crise du Covid a prouvé que des milliers de citoyens étaient prêts à s'engager, y compris en prenant des risques. Donc voilà. Et ce que nous proposent les parlementaires, c'est pour nous envoyer au front, c'est déjà de mater les jeunes, notamment en généralisant le service national universel. Et voilà ce qu'ils nous disent des jeunes. Chez de nombreux jeunes et moins jeunes, l'abondance inhérente à la société de consommation a fait oublier la possibilité du manque matériel. L'habitude du confort a fait perdre l'aptitude à la rusticité. Voilà ce que disent les parlementaires français actuellement. Aboutissant, je continue, à une société qui assimile moins le risque et le danger et perd en résilience face à l'adversité. En bref, nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes des sous-hommes et des sous-femmes à qui on enjoint de nous tenir prêts à nous faire crucifier dans l'espace canonique de la résilience qui est sans cesse en expansion. Alors moi, je trouve que finalement, alors on nous parle de monde en guerre. Moi, je dis que
en fait, cette résilience nationale dont on nous parle a franchement des allures de nationale résilience, en fait. Et j'en veux pour autre preuve, d'ailleurs, une citation tirée d'un discours récent de M. Lecornu, ministre des Armées, qui disait récemment ceci lors d'une... sur une radio française. Il disait « La leçon de l'Ukraine, c'est que c'est un peuple résilient. C'est autre chose qu'une facture de chauffage. Le don qu'ils font, c'est celui de leur fils. » Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Alors, ça, c'est le deuxième point de convergence avec le Japon. Et je vais conclure avec le troisième point de convergence, c'est le gouvernement par la peur de la peur. C'est ce que j'appelle encore le racisme des émotions. En fait, voilà ce que disent les parlementaires français. Je cite, « Nous avons tous le devoir de faire prendre conscience à nos concitoyens que le monde qui les entoure est un monde violent et qu'ils vont être rattrapés par cette violence très rapidement, quoi qu'il arrive. » Alors là, on a tous très peur, bien sûr. Donc là, on gouverne par la peur, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, parce que les deux ne sont pas incompatibles, au contraire, ils sont complètement articulés, c'est qu'une fois ce vent de panique semé, voici ce que nous disent les rapporteurs. Il s'agit d'éviter que s'immisce au sein de la population des jeunes, encore eux, une peur du futur. Car si ce futur est perçu comme hostile, comme menaçant, cela devient très problématique. Alors il faudrait savoir. La propension à l'anxiété et à la frustration des générations actuelles tend à réduire notre capacité de résilience collective dans une situation de crise grave. Donc il s'agit bien d'un exercice de double pensée, où d'un côté, il faut simultanément avoir peur et en même temps, je dis bien, cesser d'avoir peur, et donc d'évacuer cette anxiété que craignent tant les dirigeants. Les dirigeants ont peur de la peur, pour mieux se préparer au pire, sans jamais se révolter contre les raisons de ce pire, car c'est bien l'objectif, de nous faire intérioriser la menace et de transformer la réalité physique et sociale du désastre en une nécessité à laquelle on ne pourrait pas se soustraire, afin d'amener chacun à faire l'impasse sur ce à quoi on est contraint de se soumettre pour tenter de répondre à ce qui arrive, en fait. Voilà. Et à Fukushima, je l'ai dit tout à l'heure, les autorités ont enjoint la population à participer au désastre en décontaminant, en leur amenant des radiamètres, en leur amenant des outils pour éviter les points chauds lorsqu'ils emmènent les enfants à l'école le matin, afin d'apprendre à ne plus avoir peur de la radioactivité. Eh bien, et on se souvient, ou très, très mal, mais moi je me souviens de quand on nous a dit, il n'y a pas longtemps, en 2021, le numéro 2 de l'Organisation mondiale de la santé, qu'on pourrait qualifier l'Organisation mondiale de la souffrance, qui disait « On n'en finira pas avec le Covid-19, mais il faut éradiquer la peur », disait-il. Donc c'est bien la peur qui fait peur. Eh bien là, on veut demander aux Français de co-gérer les catastrophes avec des bouts de ficelle afin qu'ils se calment. Voici ce que nous dit enfin le rapporteur dans ce rapport français. Votre rapporteur estime qu'il est indispensable qu'en France, les populations soient mises dans la population d'acteurs plutôt que de consommateurs, comme lorsque nous avons été incités à fabriquer nous-mêmes des masques sanitaires. Cette implication pourra en retour réduire le sentiment d'anxiété, voire d'angoisse éprouvée. Bon, ben voilà. Je conclurai en disant, il est très clair que la morale de la fable de la résilience est toujours la même. Rien ne sert de se fâcher, il faut résilier à point. Merci. Merci beaucoup Thierry pour cette intervention. Alors je retiens, il y a plusieurs mots choc dans votre intervention. J'en ai un, moi, qui m'a interpellé, et peut-être qui pourra interpeller Olivier Amand, la frauduleuse compétence de cette notion est de clore l'impossible. Est-ce que, Olivier, c'est quelque chose qui vous parle, notamment dans votre vision et de la façon dont vous approchez vous-même la question de la résilience ? Merci de l'invitation. Et en effet, oui, l'impossible, oui, clore l'impossible, je vais rentrer directement dans le fond du sujet. Mais merci pour ce débat qui commence, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est très riche, hein, ce qu'a dit Thierry. Là. Alors, je vais vous prendre un autre angle. Donc, moi, je suis biologiste. Juste quand même mettre une diapo pour dire d'où je parle. Je suis vraiment biologiste. Je travaille sur les plantes de la biologie cellulaire. Alors, comme biologiste, les biologistes se présentent souvent avec des diapos. Et donc, je n'échappe pas à ce cliché. Donc, voilà, je présente avec des diapos. Et donc, je viens plutôt avec la casquette de directeur de l'Institut Michel Serres aujourd'hui, qui travaille un petit peu sur le contrat naturel et un petit peu comment on peut rendre ça opérationnel. Alors, donc je commence avec, c'est parfait pour la transition, pour clore l'impossible, parce qu'avec cette phrase de Baudrillard, la science-fiction n'existe pas.
Alors on peut le dire, ça peut dire plein de choses, mais il y a quand même cette idée que quand on commence à imaginer quelque chose, c'est qu'en fait on y est déjà. Et donc cette science-fiction, en fait, on est en pleine science-fiction, et je pense qu'avec ce qu'a dit Thierry, on le voit assez bien. Alors tout de suite, il suffit juste d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. On est dans un monde hyper optimisé et toujours optimisable. C'est un petit peu, si on devait résumer notre monde avec une valeur partagée très très forte, c'est le monde de la performance et le monde de l'optimisation. Donc là, j'ai mis des exemples. En urbanisme, dans le paysage, dans l'agriculture, dans le numérique, l'optimisation, c'est vraiment ce qu'on fait, j'ai envie de dire de mieux, mais c'est avec un peu d'ironie. Alors ça, c'est le monde optimisé, donc très bien, ok, c'est comme ça, sauf qu'il y a quand même ce fameux rapport au Club de Rome. Alors je vais prendre juste l'exemple du rapport au Club de Rome pour avoir un peu une perspective sur ce qui nous arrive et ce qui va nous arriver. Ce rapport au Club de Rome, je pense que dans l'audience, vous en avez déjà entendu parler. Je peux peut-être juste résumer très rapidement. Ce rapport, il sort en 72. Il est fait par des analystes des systèmes du MIT à Boston et ils prédisent avec 180 paramètres, donc ce n'est pas un très très gros modèle, une sorte de trajectoire de l'avenir dans les années 70. Donc c'est le premier modèle informatique du monde et c'est la courbe en pointillé. Ça, c'est le scénario business as usual, le scénario pointillé. Bon, en 72, ça fait beaucoup de bruit. En 73, crise pétrolière. Le Chili qui fait la première dictature néolibérale, on peut l'appeler comme ça. 76, Milton Friedman a son prix Nobel, etc. Oui, on est complètement dans autre chose. Donc en 73, c'est fini. Hein. On n'entend plus parler du rapport au Club de Rome, y compris dans l'académie. Hein. Là, c'est pareil. Comme Thierry, je suis d'accord. Parfois, l'académie n'est pas du tout pionnière sur ces sujets-là. Mais il se trouve qu'un certain Graham Turner reprend le modèle dans les années 2000, enfin un peu avant 2000, et il voit qu'en fait, on suit, vous voyez, c'est le trait plein. Alors si je suis là, ouais. C'est le trait plein. Donc on suit à peu près le modèle moyen, hein, le modèle business as usual. Ça a été refait en 2010, ça suit toujours la courbe. Hein. Donc grosso modo, maintenant le consensus scientifique, c'est qu'on en est là. On a reçu Denis Meadows, donc l'auteur principal de cette étude en septembre à Lyon, et lui il disait qu'on est là, on est en haut de la courbe. Là. C'est pour ça que ça tangue ces temps-ci. Il y a beaucoup de fluctuations géopolitiques, énergétiques, écologiques, climatiques, sanitaires, etc. Bah, ça, c'est le signe d'un monde qui est en train de basculer. Quoi. Donc, c'est pas un effondrement. Hein. Je ne suis pas collapsologue, je tiens à le dire. C'est un basculement. On est en train de changer de civilisation. Donc, ça peut être aussi assez excitant. Parce que, enfin, moi, je suis personnellement convaincu que le monde qui vient là, qui après, est nettement plus intéressant que le monde qu'on quitte. Mais bon, en tout cas, c'est un petit peu notre perspective. Donc, il y a quand même c'est plus du court terme, enfin c'est plus du long terme, hein, c'est du court terme. Là, on est vraiment dans le très court terme. Vous savez le mot génération future, là, qui était un peu l'expression des années 80. Eh bien, c'est nous les générations futures. Hein. Donc, il faut arrêter de penser à la suite. C'est tout le monde dans la pièce. Là, on est tous les générations futures. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qui a été un petit peu sorti du chapeau ? Eh ben, c'est, avant de parler de résilience, c'était le développement durable. Hein, quand même, c'était ça qui était sorti justement dans les années 80, le rapport Brundtland 87. Alors, je montre quand même ça là, c'est la dette, le jour de la dette écologique, le jour du dépassement. Hein. Donc, c'est Noël 71, la première année où on a commencé à accumuler de la dette écologique. Et donc vous voyez qu'en 87, on est déjà 16 ans après cette dette. Hein, donc déclarer le développement durable quand on a déjà 16 ans de dette, faut quand même le faire. Et alors vous voyez que ça n'a eu absolument aucun impact. Hein. Et ben peut-être qu'il faut se poser des questions sur peut-être que dans le développement durable, on ne questionne pas la performance. Hein. Si on met du développement, c'est qu'en fait on est toujours dans l'optimisation, dans l'efficience, dans l'efficacité, donc on n'a pas questionné en fait le fond du sujet. Quoi. On est toujours un petit peu là-dessus. Alors d'ailleurs, enfin, juste pour 87, hein, on comprend aussi pourquoi ça ne marche pas. Hein. En 87, qui est à la manœuvre, hein, c'est Thatcher, c'est Reagan, le GIEC il est créé en 88, c'est pareil. Bon, c'est des gens qui ne veulent pas que ça marche. Hein. Ils ont réduit le problème à un problème de CO2, quoi. Donc ils n'ont pas une vision systémique du problème. Heureusement, le GIEC s'est émancipé après, mais dans les années 80, c'était complètement à côté de la plaque. Hein. Bon, alors ça, c'est le développement durable. Donc, en gros, là, on peut considérer que le développement durable, on peut le tuer. Hein. C'est évidemment pas du développement durable qu'il faut faire dans un monde en basculement, en redescente. Ça, c'est juste du bon sens, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que là, on a quand même un problème, c'est qu'on a un problème qui est urgent, un monde qui bascule. Et pour l'instant, la solution qu'on a mise en place ne fonctionne pas, factuellement, hein, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Et bon, en plus, en gros, c'est ce que je dis souvent, c'est la meilleure réponse à la mauvaise question. Donc du coup, il va peut-être falloir se poser la bonne question. Et du coup, c'est quoi la bonne question ? Alors, ça peut faire appel à Eisenhower. Hein, ça, c'était l'époque où les républicains américains avaient encore un cerveau.
Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Si un problème ne peut être résolu, agrandissez-le. Alors ça, c'est vraiment une phrase très forte. C'est-à-dire que quand on a un problème, souvent, on le réduit. C'est le cas général. Hein. L'optimisation, c'est exactement ça. On réduit le problème. On le réduit tellement qu'à la fin, on peut le résoudre. Mais plus on le résout, et plus on crée des problèmes ailleurs. C'est le grand classique de la systémique. Donc du coup, quand il y a un problème qui bloque, s'il y a un point de blocage, eh bien, il faut rester sur le point de blocage et il faut regarder autour. Donc il faut élargir le problème. Alors je vous propose une lecture qui va être, à mon avis, assez bien alignée avec ce que vous a dit Thierry juste avant. C'est que si on regarde un petit peu notre monde, là, en fait, on est dans le monde de l'aspirine. C'est-à-dire qu'on voit bien que le monde fluctue et que les fluctuations commencent à s'accélérer, à devenir plus violentes. On est dans un monde instable. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on essaye de calmer ces fluctuations. On est dans un monde en fièvre et on prend de l'aspirine. Alors, quelques exemples. L'agriculture intensive. Donc, si on veut maintenir les rendements très stables, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met des pesticides pour lutter contre les fluctuations de pathogènes, de l'irrigation pour lutter contre les fluctuations de sécheresse et des engrais pour lutter contre les fluctuations de fertilité des sols. Et avec ça, à court terme, on maintient les rendements, mais on alimente les instabilités globales sur le long terme. Donc en fait, c'est vraiment l'aspirine. On soigne les symptômes et pas les causes. L'autre exemple, c'est d'aller chercher des nouvelles ressources au fond des océans. Vous savez qu'il y a une pénurie de métaux rares qui nous pend au nez. Le cuivre, hein, c'est même pas des métaux rares, hein, le cuivre, hein, on pense que le pic de cuivre, ça sera entre 2040 et 2075, hein, ce qui fait d'ailleurs que la voiture électrique c'est un projet qui ne va pas avoir lieu. En fait, c'est tout simplement, on ne peut pas remplacer toutes les voitures du monde par des voitures électriques. C'est juste physiquement impossible, juste sur la base du cuivre. Alors, si je rajoute les batteries, vous voyez un petit peu le côté ahurissant de mettre toutes les voitures électriques en 2035 selon l'Union européenne. Ça n'a évidemment aucun sens. Et donc on pourrait se dire, mais non, si en fait il y a une solution, c'est d'aller gratter au fond des océans et récupérer tous ces minéraux riches. Alors ça a été modélisé. Hein. Tout ce que ça fait, ça ne change pas la date du basculement, ça fait juste plus de pollution. C'est tout. Hein. Ça ne change absolument rien. Donc c'est pas une très bonne idée, mais encore une fois, c'est de l'aspirine. C'est un peu un mythe comme ça, une fiction qui continue. Bon, je prends aussi la planche à billets, je ne vais pas être trop long, mais quand on a des dettes, on fait tourner la planche à billets, c'est toujours pareil. En fait, on maintient une sorte de plancher social, un confort social, ce qui peut quand même avoir des vertus, mais on accumule un problème pour la suite. Quoi. Donc ça, c'est un peu le monde actuel. Donc en fait, on évite un petit peu les fluctuations. Donc du coup, on peut imaginer qu'une meilleure question, ce serait de se dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt vivre avec les fluctuations ? Et ça, c'est une révolution. Hein. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis souvent, c'est la fin du néolithique. Le néolithique, hein, c'est il y a 10 000 ans, quand on invente, entre guillemets, l'agriculture, la domestication, la sédentarisation, et ça se résume en une phrase, c'est quand l'humain veut contrôler la nature. C'est ça le néolithique. Aujourd'hui, on se rend compte que notre excès de contrôle nous fait perdre le contrôle. Et donc, il va falloir apprendre à vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Alors, si on est d'accord là-dessus, sur l'idée, en fait, c'est pas moi qui le dis, ça. En fait, hein, c'est tout simplement tous les rapports scientifiques. Si vous lisez les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, c'est le mot fluctuation qui revient. Hein. C'est notre seule certitude, c'est le maintien de l'incertitude. On va dans un monde incertain, impensable. Donc il ne s'agit pas de clore l'impossible. Hein. On va dans ce monde-là, donc il va bien falloir en faire quelque chose. Quoi. Alors c'est là qu'il y a des choses intéressantes. Donc dépasser le développement durable, c'est un petit peu ça, c'est de se dire, non, le développement durable, ce n'est pas la solution, il va falloir en fait penser fluctuation. On va penser mettre les fluctuations d'abord, quoi, mettre ça en premier. Donc il y a plein d'exemples, j'en prends juste un. C'est le Canada en 2021, le fameux dôme de chaleur, là, vous voyez sur la carte, là. Et puis alors, on voit très bien à quoi ça ressemble une fluctuation. Hein. Oui, ça c'est les températures moyennes au cours de l'année. Donc tout le noir, là, c'est un petit peu l'écart type, quoi, hein. C'est un petit peu les fluctuations habituelles qu'on voit de temps en temps. Et puis vous voyez, en 2021, on est largement au-dessus, hein. Très très largement au-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle une valeur aberrante. Hein. Et ça veut dire qu'en 2021, le Canada a eu la température qui était prévue en 2100. Et c'est ça un monde fluctuant. Et c'est ça les messages des rapports du GIEC et de tous ces rapports. C'est que le long terme n'existe plus, si vous voulez. Quand dans un monde fluctuant, vous pouvez avoir le climat prévu en 2100 en 2023. C'est ça, vraiment la crise climatique, c'est ça. Hein. C'est pas juste la température moyenne qui augmente, c'est les fluctuations qui augmentent. Et alors, c'est là que la résilience arrive. Dans le champ socio-écologique, c'est là qu'elle arrive, parce qu'en fait, la résilience arrive un peu comme une réponse
aux limites du développement durable. Le développement durable est pensé dans un monde stable, en paix, avec abondance de ressources. C'est l'hypothèse cachée du développement durable, sauf que notre monde, il est instable. La paix, on voit bien que ce n'est pas forcément un acquis, et puis il y a pénurie de ressources. Donc de toute façon, voilà, le logiciel ne marche plus. Alors du coup, la résilience, il y a cette idée historiquement, ça vient de la science des matériaux, c'est de dire qu'un matériau élastique, c'est un matériau qui est résilient. Il est capable de revenir à la situation initiale. Et du coup, pour moi, c'est le seul côté positif de la résilience, c'est qu'il a cette idée de fluctuation. Il apporte cette idée de fluctuation. Et donc ça, c'est plutôt réaliste vis-à-vis du monde. Il a toujours été fluctuant, le monde, mais c'est encore plus réaliste au XXIe siècle, parce qu'on va avoir un siècle très, très fluctuant. Alors là où tout de suite il faut mettre un frein à la résilience, c'est quand on, et donc je mets le bouquin de Thierry, la résilience, c'est un peu la double peine. C'est comme, je ne vais pas redire ce qu'a dit Thierry, mais pour moi c'est la double peine dans le sens où on vous demande de tomber avec le sourire et puis de vous relever aussi avec le sourire, quoi. Donc il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Donc voilà, donc il y a un côté. Donc en fait, puisque ce que je mets ici, c'est qu'en fait là aussi en fait on a fait de la résilience une autre forme de performance. C'est-à-dire qu'en fait, on a compris qu'on est rentré dans un monde fluctuant, mais on n'a pas pu se détacher de cette idée qu'il fallait que ce soit performant, quoi. C'est assez incroyable, vraiment, ça nous colle à la peau, cette histoire de performance, quoi. Donc il faut être agile, il faut être performant. C'est vraiment ancré, c'est presque physiologique, quoi. Alors du coup, est-ce qu'on ne peut pas sortir de ça ? Eh bien, alors, je vous propose une voie, la troisième voie du vivant, en gros, on va prendre encore plus de recul et on va regarder comment font les êtres vivants. Alors tout de suite, le petit bémol, c'est pas pour dire qu'on va copier les êtres vivants, juste regarder comment ils font. Est-ce qu'il y a des choses à prendre, juste ou qui peuvent nous guider, quoi. Mais par contre, évidemment, c'est pas pour dire qu'on va devenir des fourmis, c'est juste pour le dire de façon très brutale. Mais alors du coup, c'est quoi cette histoire ? Alors du coup, je vais aller assez rapidement et de façon un peu caricaturale. Ici, là, je vous montre un peu un diagramme qui voudrait résumer ce que c'est que la modernité humaine, quoi. C'est-à-dire que nous, quand on a des problèmes, les humains, en général, on tape dans une ressource pour trouver une solution. Vous pouvez penser à, si je veux aller très loin, je brûle du kérosène, je prends un avion et j'ai ma solution. Si je veux télécharger un film, je brûle des métaux, j'utilise la 5G, hop, j'ai ma solution. Voilà. Donc ça, c'est la façon humaine. Donc ça, c'est une voie où il y a beaucoup d'extraction, très peu d'interaction. Et ça, il y a deux types d'organismes qui le font sur Terre, les humains et les parasites. Et c'est tout. Voilà, petit message, même pas subliminal. Donc du coup, c'est quoi, que font les autres ? Que font les autres terriens, du coup ? Alors les autres terriens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont aussi des problèmes. Et les problèmes, par contre, ils passent plus de temps dessus. Ils passent plus de temps sur les questions, on pourrait le dire comme ça. Et quand on laisse macérer un petit peu le problème, du coup, on agrège des partenaires. Donc les P, là, c'est des partenaires qui sont hétérogènes, donc voilà, de différents types. Et ces partenaires, ils sont connectés à des problèmes, ils sont connectés à des partenaires et ils sont connectés à des solutions. Et vous trouvez un chemin qui va du problème à la solution sans taper dans les ressources. Donc dans ce monde-là, qui est grosso modo le monde de la symbiose, une symbiose forestière, ça fonctionne comme ça, votre corps fonctionne comme ça, vous savez, 99% de vos cellules, ce sont des bactéries, vous êtes un écosystème, ça fonctionne comme ça. Alors il y a toujours des ressources là-dedans, c'est juste que là, il n'y a plus un stock de ressources à dépléter, c'est un flux de ressources, les ressources sont régénérées, quoi. Et c'est permis par l'hétérogénéité des partenaires. Alors c'est nettement plus rafraîchissant parce que c'est le modèle inverse. Ici, là, il y a très peu d'extraction, beaucoup d'interaction. Et c'est pour moi, c'est un des aspects qui me paraît très positif dans le monde qui vient, parce qu'on est rentré dans le monde des pénuries. Si vous travaillez avec les entrepreneurs du bâtiment, c'est évident qu'il y a pénurie d'acier, de tuiles, de granulats, de bois, c'est la pénurie, quoi. Les médicaments, c'est pareil, c'est assez général. Donc quand on rentre dans la pénurie, ce modèle-là ne tient plus. Ce modèle-là, ça marche que quand il y a abondance de ressources. Donc quand on bascule dans la pénurie, ou une forme de pénurie, en fait, on va basculer dans ce monde de la richesse des interactions. Et c'est quand même ça qui est assez positif, à mon avis. Alors, comment on fait ça de façon un peu opérationnelle ? Donc il y a plein de choses, la circularité, les formes de coopération, mais en fait, je vais insister sur un concept, un petit peu comme une réponse à la résilience, ce concept, c'est la robustesse. Alors, la robustesse, il y a
c'est comme la résilience, hein, il y a plein de définitions, donc il faut faire attention. Donc pour moi, la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Si vous voulez, par rapport à la résilience surtout la résilience psychologique, hein, où on dit, bah voilà, vous allez tomber et il faut vous relever. La robustesse, c'est se placer dans les conditions où on ne tombe pas. Donc c'est quand même très différent. C'est quand même très différent. Alors cette robustesse, eh ben, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant parce que les êtres vivants, c'est un peu les professionnels de la robustesse. Hein. Ce qui est sélectionné au cours de l'évolution darwinienne, c'est des êtres robustes. Ce n'est pas des êtres performants. Et c'est même pire que ça, cette robustesse du vivant, elle se construit en allant contre la performance, en allant contre l'efficacité, contre l'efficience. Alors peut-être que je définisse complètement les termes. Donc efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. C'est ça la performance, hein, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. Ben, les êtres vivants ne sont pas performants. Ils ne sont ni efficaces, ni efficients. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ben, en fait, les êtres vivants, ils répondent un petit peu à ces valeurs-là. Là. Donc ils sont donc très inefficaces. Hein. Il y a, par exemple, l'évolution, on n'a pas d'objectif. L'évolution darwinienne, elle est aveugle. Hein. Il y a pas les globules rouges ne veulent pas devenir verts. Hein. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. L'hétérogénéité, donc c'est hyper hétérogène. Pensez à la biodiversité. Hein. Le vivant est extrêmement hétérogène. C'est très incertain. Il y a tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique et qui n'étudie que les processus aléatoires en biologie. Donc il y en a vraiment énormément. C'est très lent, il y a beaucoup de délais dans les réseaux de gènes, dans les réseaux de neurones, dans les réseaux des écosystèmes, énormément de redondance, c'est des niveaux à des millions, hein, c'est vraiment énormément de redondance, beaucoup d'incohérences, c'est-à-dire que quand vous regardez les réseaux de gènes notamment, qui sont les mieux décrits, on voit beaucoup de boucles d'amplification, mais aussi beaucoup les mêmes protéines qui inhibent ces boucles d'amplification. Donc si vous voulez, de façon plus caricaturale, si vous voulez, c'est l'image que je prends souvent, c'est si vous voulez avoir une représentation mentale de ce que c'est qu'un être vivant, imaginez un automobiliste avec le pied sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Et là, vous aurez une bonne image de ce que c'est qu'un être vivant. Donc c'est hyper incohérent. Et avec tout ça, là, avec toutes ces contre-performances, que fait le vivant? Il fait de la robustesse. Alors, peut-être que je ne vais pas être trop long. Je vais peut-être juste prendre je vais peut-être prendre juste les deux exemples un peu rapidement. Donc, la température corporelle, c'est un exemple pratique. Donc, notre température, elle est à 37 degrés. Si j'isole les protéines et les enzymes de votre corps, je vais trouver un optimum qui est plutôt à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'il y a 3 degrés de différence, hein. C'est pas beaucoup comme ça pour nous les humains, mais pour le métabolisme c'est énorme. Hein. Ça veut dire qu'à 40 degrés, il y a certaines enzymes qui sont 1 million de fois plus actives qu'à 37 degrés. Donc c'est un autre métabolisme. Hein. À 40 degrés, vous avez un autre corps. Hein. Vous avez un autre métabolisme et surtout un autre système immunitaire, évidemment. Donc ça va être la suite de la vaccination, mais là en fait, si vous êtes à 37 degrés, votre corps en fait, il fonctionne de façon satisfaisante. C'est 10 sur 20 quoi. Voilà. Good enough quoi, pas plus. Par contre, quand il y a un pathogène qui rentre, eh ben là, d'un seul coup, il y a un coup de performance. Là, vous boostez votre système immunitaire et là, vous pouvez gérer votre pathogène, quoi. Mais par contre, 3 jours, hein, 40 degrés, c'est 3 jours. Hein. Après 3 jours, c'est mortel. Hein. Donc, on ne peut pas rester dans l'hyper-performance. Hein. Enfin, si on prend le thermomètre, voilà, on ne peut pas rester dans l'hyper-performance. On revient à la température de croisière qui n'est pas performante, où on est juste satisfaisant, ni plus ni moins. Quoi. Donc là, vous voyez, 2 messages tout simples. Hein. C'est en fait les êtres vivants sont sous-optimaux, vraiment sous l'optimum, hein, et ils autorisent la performance, mais de façon transitoire. Donc les êtres vivants, ils font beaucoup de robustesse, et de temps en temps, ils autorisent la performance. Vous voyez, c'est complètement l'inverse de nous, où nous, on fait que de la performance, et de temps en temps, on se pose la question de la robustesse. Hein. Alors, un autre exemple, mais que je vais faire aussi rapidement, c'est l'exemple de la photosynthèse. Mais je pense qu'il est important quand même, parce que la photosynthèse, hein, c'est vraiment ça qui nous nourrit. Hein. C'est ça qui nourrit tous les écosystèmes, ou la quasi-totalité des écosystèmes sur Terre. Alors, la photosynthèse, donc, ça existe depuis 3,8 milliards d'années. Hein, c'est très, très ancien. Et c'est ce qui permet de transformer un gaz, hein, le CO2, en fibre de carbone. Les plantes, c'est une architecture de carbone. C'est entièrement fait avec ce processus-là. Donc, 3,8 milliards d'années, le rendement de la photosynthèse, moins de 1%. Quand on la mesure au champ, hein, en général. Hein. Donc ça veut dire que les plantes, en clair, hein, elles gâchent 99% de l'énergie lumineuse. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas performant dans le vivant, c'est la photosynthèse. Hein. C'est pas nul, hein, mais c'est pas loin d'être nul hein, quand même. Hein, c'est moins de 1%. Alors quand vous regardez les panneaux solaires, vous voyez, c'est 15%.
15%. Donc en 50 ans, on a fait quelque chose qui est déjà beaucoup plus performant, nous les humains. Alors comment ça se fait que 3,8 milliards d'années, ce soit si nul, entre guillemets, et les panneaux solaires, en 50 ans, on est déjà à 15%. Alors il y a quelque chose qui doit vous frapper, donc les panneaux solaires sont noirs et les plantes sont vertes. Donc déjà, elles se sont plantées sur la couleur. Hein. Évidemment que si les plantes devaient capter toute la lumière du soleil, il faudrait qu'elles soient noires. Alors elles sont vertes. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles absorbent qu'une partie de l'arc-en-ciel. Elles absorbent le rouge et le bleu, les deux extrêmes de l'arc-en-ciel. Et puis tout ce qui est au milieu de l'arc-en-ciel, elles le renvoient comme un miroir, quoi. Donc en fait, c'est voilà. Beaucoup de gâchis, là, beaucoup de gâchis lumineux. Alors je vous passe les épisodes précédents, mais il y a eu pas mal d'étapes pour expliquer ça. En fait, donc la question, hein, c'est pourquoi les plantes sont-elles vertes, hein, si je le résumais en une phrase de tout ça. Et la réponse, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que si vous êtes dans un environnement fluctuant, donc la lumière, hein, ça fluctue en quantité, en qualité, en intensité, etc. Enfin, il y a plein de choses. Et les cellules aussi fluctuent, quoi. Les cellules se divisent, les protéines se polymérisent, se dépolymérisent. Donc ça fluctue à l'intérieur, ça fluctue à l'extérieur. Quelle est la solution dans un monde fluctuant? Eh bien, il n'y a qu'une solution, et c'est démontré avec de la physique quantique, donc c'est là que ça dépasse mon sujet, mais il n'y a qu'une solution, c'est d'absorber dans le rouge et d'absorber dans le bleu, et il faut que les deux pics d'absorption soient éloignés l'un de l'autre. Donc si vous voulez, plus simplement, la question c'est pourquoi les plantes sont vertes? La réponse, c'est parce qu'elles gèrent les fluctuations, les fluctuations, les fluctuations. Il n'est jamais question de performance. Et là, donc la prochaine fois que vous voyez une plante verte, elle est en train de vous dire quelque chose d'important. Elle est en train de vous dire « gérer les fluctuations ». Je ne pense pas performance. Voilà. Alors ça, c'est les plantes, mais du coup, on peut l'étendre. Hein. Il y a des centaines d'exemples comme ça, en fait, où on se rend compte que voilà, tout ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, toutes ces contre-performances, elles alimentent une forme d'adaptabilité, donc de pas d'adaptation, hein, adaptabilité. C'est vraiment très très différent. Et cette adaptabilité, en fait, c'est le ciment, enfin c'est un peu le cœur nucléaire de la robustesse, je pourrais le dire comme ça. Alors, ça c'est la biologie, et maintenant c'est très bien établi. Hein. La nouveauté, si vous voulez, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, on a pu démontrer ça à l'échelle moléculaire. Alors qu'avant, c'était plutôt à des échelles macroscopiques. Maintenant, on sait que c'est une loi générale en biologie. Alors, comment ça peut nous éclairer, ça? En fait, ça peut nous éclairer en réinventant un petit peu ce que c'est que le progrès. Le progrès dans cette époque qui devient instable et qui sort du néolithique. Toujours pareil, hein, vivre en ayant perdu le contrôle. Comment on fait ça? Donc le progrès de l'humanité, on peut le montrer comme ça de façon hyper synthétique et certainement beaucoup trop simpliste sous l'angle de la performance. C'est-à-dire qu'en fait, quand le progrès de l'humanité, si on le résume comme ça un petit peu simplement, ça a surtout été des incréments de performance. Et en fait, chaque fois qu'on a fait la guerre, c'est là qu'on a augmenté le plus la performance. Ça d'ailleurs, ça devrait quand même nous mettre la puce à l'oreille, hein, qu'on augmente la performance pendant les guerres. Bon. Mais c'est comme ça. Donc du coup, on augmente le progrès donc, pendant les guerres. Voilà, on augmente la performance. Mais là, on se rend compte en 2023, depuis le Club de Rome et d'autres, en fait, depuis le 19e déjà, en fait, on sait que quand on augmente les performances, la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. La nature menacée devient menaçante. C'est ça, ce qu'on peut dire, le point clé d'Anthropocène, c'est cette rétroaction. C'est qu'on est tellement performant que les écosystèmes payent l'addition et que maintenant, c'est en train de revenir en boomerang sur nous. Donc en fait, on ne peut pas continuer comme ça éternellement à augmenter les performances. Si on fait du développement durable, on va rester là-dedans. Hein. On va faire de l'efficacité, de l'efficience énergétique ou je ne sais pas quoi. Il y aura des effets rebonds dans tous les sens et on va continuer exactement dans la même stratégie, la même direction. Si on fait de la décroissance, voilà, sobriété, ralentir. Alors ça c'est certainement beaucoup plus positif. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller dans ce sens-là, et du coup, là, on a des chances de remonter la pente. C'est juste que ça ne marche pas dans le sens où personne le fait de façon proactive, si on veut être à peu près réaliste. Hein. Demander à quelqu'un de décroître, surtout... voilà. Il y a des gens où c'est plutôt ça peut tout à fait s'entendre, et puis il y en a d'autres où ça va être très compliqué, soit pour des raisons idéologiques ou juste pour des raisons sociales, pratiques, parce qu'ils ont déjà du mal. Donc du coup, c'est pas ça. Le progrès, ça va pas non plus être la décroissance. Donc du coup, c'est quoi le progrès au XXIe siècle? Moi, je vous propose de changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, ça va plutôt être des incréments de robustesse. Et à vrai dire, j'en suis presque convaincu maintenant. C'est que j'en parle maintenant de plus en plus au futur. Hein. Avant, j'en parlais un peu conditionnel. Maintenant, j'en parle au futur. Parce qu'en fait, si on regarde, encore une fois, les rapports scientifiques, le monde qui vient sera fluctuant. C'est le mot-clé du XXIe siècle, les fluctuations. Dans un monde fluctuant, la réponse opérationnelle aux fluctuations, c'est la robustesse. Ce n'est pas la performance. Et du coup, dans ce monde fluctuant,
on va plutôt essayer d'augmenter les marges de manœuvre pour ne pas tomber. C'est plutôt ça l'idée, quoi. Alors la question c'est évidemment est-ce qu'on y est déjà, quoi, est-ce qu'on est prêt à ça, quoi, est-ce que ça a commencé? Alors la réponse c'est oui. En fait ça a commencé, c'est juste que c'est pas complètement évident comme ça quand on regarde l'ensemble, les actionnaires ou je sais pas quoi, ou les clients pressés, quoi. Mais en fait si, ça a déjà commencé. Alors l'exemple typique c'est justement l'agriculture intensive. L'agriculture intensive se fait quand même attaquer de tous côtés et il y a un mouvement qui vient qui est l'agroécologie, hein, pour le dire rapidement, où en fait on se rend compte que cette agroécologie, elle est moins performante, mais elle est plus robuste. C'est-à-dire qu'on rend le champ, par exemple ici, là, le champ plus autonome. Donc c'est un exemple ici, là, si vous mettez des mélanges variétaux, donc si vous mélangez des variétés de blé, votre champ sera plus résistant à la sécheresse et plus résistant aux pathogènes. Juste parce que vous avez augmenté la diversité génétique au champ. Et donc ça marche très fort chez les paysans. C'est en train de décoller quand même assez fort en 10 ans, hein, depuis 2010. En 2010, c'était 5% des surfaces en blé, hein, qui étaient en mélange variétal. Et aujourd'hui, vers Montpellier, on est à 40%. Hein, donc oui, ça a vraiment basculé très rapidement, quoi. Et donc ça, c'est une inversion, hein. En fait, c'est ça qui est aussi intéressant dans ce monde, quand on bascule de la performance à la robustesse, c'est pas cosmétique, hein, c'est une révolution culturelle totale. C'est pas une transition écologique, c'est pas une bifurcation écologique, c'est pas une redirection écologique, c'est une inversion. On fait vraiment l'inverse. Donc là, ici, dans le monde merveilleux de la performance, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Dans le monde de la robustesse, donc de l'agroécologie, on se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est l'inverse. C'est qu'un paysan qui fait de l'agroécologie, eh ben, il ne fait pas que des grains. Il fait un sol vivant, il fait des insectes auxiliaires, il coopère avec les paysans du coin, etc. C'est beaucoup plus riche. C'est le monde de la richesse des interactions, ça. Donc ça, c'est pour l'agriculture. Alors, il y a aussi des objets, hein. Donc, par exemple, là, je vous montre un exemple, des batteries lithium. Donc là, on est dans le monde de la performance, hein, le lithium avec les pollutions associées, etc. Ben, on est en train maintenant de trouver des nouvelles technologies. Alors, c'est pas technophobe, hein, mon discours, hein. En fait, on peut trouver des technologies. Donc là, c'est par exemple Ligna, c'est une boîte en Suède qui s'est rendu compte que la lignine, alors c'est pas la lignite, hein, la lignine, donc qui est une molécule du bois, hyper abondante sur Terre. Vous faites des films un peu à la Kodak, là, et ça stocke l'électricité. Ça veut dire que votre batterie, là, elle devient biodégradable. Vous pouvez la mettre dans votre jardin et les champignons la mangeront, quoi. Et ça stocke l'électricité, ça. Donc ça, alors évidemment, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais vous voyez, c'est l'inversion. C'est-à-dire que quand on dit il faut décarboner l'économie, en fait, on ne change rien, hein. Quand on décarbone l'économie, on a remplacé le pétrole par des métaux, hein. Donc c'est toujours extractiviste, on n'a absolument pas changé le système. Si on dit qu'il faut recarboner l'économie, là, c'est plus intéressant. Parce que quand on dit qu'il faut recarboner l'économie, ça veut dire qu'on va mettre du carbone photosynthétique. 82% de la biomasse sur Terre, c'est des plantes. C'est notre seule ressource renouvelable. C'est là que se situe notre avenir, hein. C'est ça notre seule ressource, hein. Il va falloir remplacer toutes nos technologies par du carbone photosynthétique. Et donc là, voilà, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Donc vous voyez, c'est de nouveau une inversion, et une inversion assez fondamentale, c'est une inversion entre temps et matière. C'est-à-dire qu'avant, dans le monde de la performance, on utilisait la matière pour gagner du temps. Donc c'est typiquement brûler du kérosène pour prendre l'avion, brûler des métaux pour faire la 5G. Donc ça, c'est le passé. Donc ce qu'on va faire à l'avenir, c'est l'inverse, c'est utiliser le temps pour préserver la matière. Donc c'est typiquement la bioéconomie circulaire. Donc ça veut dire qu'on va laisser pousser les plantes, ça va prendre plus de temps, on aura peut-être moins de choses, il y aura une forme de sobriété imposée par le tempo végétal, mais c'est l'avenir, ça, évidemment, parce que là, c'est vraiment circulaire, là, c'est vraiment circulaire. Alors, par contre, il y a plein de questions associées à ça, hein, la répartition entre aliments, biomatériaux, etc. Enfin, c'est sérieux, hein, comme question. Alors, peut-être un avant-dernier exemple, si j'ai encore un peu de temps, c'est bon. Alors, sur la consommation, donc, vous voyez, enfin, bon, chaque fois, je mets un titre, hein, qui montre assez bien l'évolution. Donc, on était dans les objets, dans le monde stable et de l'abondance matérielle un peu fantasmée, on faisait des objets jetables, clés en main. Évidemment que dans un monde robuste, on va faire des objets réparables. Et donc ça, c'est en train de se développer beaucoup. Donc il y a les ateliers de réparation, de vélos, mais de plein d'autres choses. Le Fairphone, par exemple, pour les smartphones. Et puis pour la construction, en fait, on se rend compte que de plus en plus, dans la construction, on utilise des matériaux qui sont moins performants, mais qui sont plus robustes. Et c'est une forme de robustesse sociale. C'est-à-dire que si vous faites des constructions, comme ici, là, en terre crue, la terre crue, c'est moins performant qu'un parpaing, hein. Si vous avez un mur en terre crue et que de l'eau rentre, le mur tombe, hein. Donc c'est clairement moins performant,
Mais par contre, c'est de la construction qui, entre guillemets, est facile à faire. C'est-à-dire que c'est des protocoles qu'on peut partager. C'est ce que fait la voûte nubienne, hein, notamment. C'est une association qui promeut ça. Et donc ça permet, quand vous faites de la construction en terre crue, en fait, vous pouvez faire des échanges entre citoyens, vous pouvez faire de l'insertion sociale, de la coopération. Enfin, c'est très intéressant comme produit, quoi. Et donc c'est un matériau moins performant, mais qui induit de la robustesse. C'est toujours pareil. Hein, pour faire de la robustesse, il faut aller contre la performance. Hein. On ne peut pas être très performant et très robuste. C'est impossible. Hein. C'est physiquement impossible. Voilà, donc du coup, ça veut dire que ça inverse ce que c'est qu'un ingénieur. Hein. Donc un ingénieur, hein, c'est le mot ingénieur, c'est un mot du XVIe siècle. Hein. C'est celui qui fait des engins de guerre. Hein. Donc voilà, c'est celui qui fait des catapultes et des forteresses, hein, c'est ça l'ingénieur. Alors du coup, dans le monde de la performance, c'est ce qu'on a fait. Hein, on a fait la guerre à la nature, hein, grosso modo. Enfin, là, je paraphrase presque Michel Serres. En fait, un ingénieur dans le monde de la performance, c'est celui ou celle qui fait des incréments de performance. Et en général, ça se passe via des délégations techniques distantes. Bon, la centrale nucléaire est un exemple presque trop emblématique de ça, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout le citoyen, on n'a plus du tout la main sur sa source d'énergie ou sa source technique. Alors, dans le monde de la robustesse, c'est un peu les ingénieurs de la paix. C'est-à-dire que c'est des ingénieurs qui vont développer des solutions robustes, techno-diversifiées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ajouter à l'effondrement de la biodiversité l'effondrement de la technodiversité. Donc ça veut dire qu'on va tout garder, il faut garder tous les savoir-faire, il ne faut pas avoir une technique qui domine toutes les autres, qui écrase toutes les autres, au contraire, on garde tout. Et le but ultime, c'est d'avoir l'autonomie technique des citoyens. C'est-à-dire que si vous avez un ingénieur doit développer une solution qui est gérable au niveau d'un village, d'une région, d'un État, et pas tellement au-delà. Sinon, c'est pas robuste, c'est fragile. Pensez que les microprocesseurs sont faits à Taïwan actuellement. Par là, c'est un système quand même hyper fragile, hein, et c'est juste les microprocesseurs. Tout le reste, c'est à peu près pareil. La pénurie de moutarde qu'on a eue l'année dernière, c'était une sécheresse au Canada. Hein. Enfin, faut quand même... c'est quand même assez c'est dingue, hein, à quel point notre système est fragile quand même. Alors dernier point, c'est aussi les collectifs. Donc les collectifs, les organisations, on a voulu qu'elles soient très efficaces, très efficientes, le taylorisme et puis tout ce qui a suivi, le lean management et compagnie. Bon, ça évidemment que c'est fini dans un monde qui est instable et fluctuant, et du coup on va passer plutôt vers des collectifs qui sont adaptables, robustes. Alors c'est là qu'il faut faire attention, parce que si on dit résilient, là ça bloque. Robuste, c'est vraiment se mettre dans les conditions où on ne tombe pas. Donc, du coup, c'est des collectifs qui apprennent à vivre ensemble. Donc là, c'est par exemple, je prends l'exemple de l'habitat participatif, qui est un habitat qui est beaucoup plus lent que l'habitat classique. Hein. C'est-à-dire que pour avoir votre habitat en habitat participatif, hein, c'est des citoyens qui se mettent ensemble, et ça met 5 ans en moyenne. Hein. Vous voyez, c'est pas du tout comme quand vous allez voir l'agent immobilier. Hein. C'est quand même beaucoup plus lent, donc c'est moins performant. Mais par contre, pendant ces 5 années, vous allez apprendre à connaître vos voisins, à faire une structure, voilà, un habitat qui vous convient, avec un étage pour les enfants, par exemple, avec un potager partagé. Pendant ces 5 ans, vous allez aussi apprendre à résoudre les conflits avec les autres, donc apprendre la coopération, mais un peu hardcore, quoi, hein. Enfin, vraiment apprendre tout de la coopération, pas juste le côté bisounours, quoi. Il y a aussi le côté, voilà, se confronter vraiment à ça. Et à la fin, vous avez un habitat qui a d'autres valeurs, quoi. Alors, une des valeurs de l'habitat participatif, notamment, c'est que souvent, un habitat participatif dans un quartier, en fait, déteint sur le quartier. C'est que les occupants de l'habitat participatif, en général, prennent soin aussi du quartier. Ce qui est beaucoup moins le cas dans les habitats, on va dire, agents immobiliers, parce que là, en fait, on ne s'occupe même pas des parties communes. Hein, oui, donc on est vraiment dans un autre monde. Hein. Ok, donc du coup, oui, j'ai aussi l'éducation, enfin, j'aurais quand même 30 secondes sur l'éducation, il faut que je termine, parce que l'éducation, c'est quand même crucial. C'est la même bascule. Hein. Le monde de l'éducation avec compétition et performance, donc voilà, ça génère du burn-out des élèves, des profs, un peu de tout le monde, quoi. Dans le monde de la robustesse, on va plutôt passer à l'école de la coopération. Et donc c'est par exemple l'école mutuelle, hein, c'était une expérience qui avait été faite en 1747 en France. Hein, donc c'est pas comme si on savait pas faire. Hein. Donc là, c'est les enfants en fait qui commencent à s'enseigner les uns aux autres. Ils vont chercher eux-mêmes l'information et les profs sont plutôt là pour poser des questions. Et en fait, il se passe plein de choses là-dedans. Hein. Vous avez donc robustesse des savoirs, parce que les enfants vont chercher eux-mêmes la connaissance. Des moments de reconnaissance tous les jours. Les enfants sont profs tous les jours, donc ils ont un moment de reconnaissance. Et vous savez que la reconnaissance, c'est absolument fondamental pour nous. Et puis, c'est une école de la coopération. Ils apprennent la coopération très tôt. Et la coopération, c'est évidemment une valeur fondamentale dans un monde fluctuant. Voilà, donc du coup, j'ai terminé. Donc, vous voyez, en fait, j'ai un message tout simple. Hein, c'est qu'en fait, si vraiment on veut questionner le monde dans lequel on est, et si on prend vraiment au sérieux le basculement qui vient,
il faut arrêter d'utiliser le logiciel de la performance, que ce soit pour la résilience ou pour le développement durable ou pour tout le reste, quoi. Il va falloir abandonner ce dogme-là, et la robustesse offre, disons, une piste pour réfléchir à ça. Alors juste pour ajouter un peu de confusion, en anglais, le mot résilience a plusieurs sens, et notamment au Stockholm Resilience Center, c'est ça la définition de la résilience. Alors du coup, il y a c'est la capacité à se maintenir, s'adapter, se transformer dans un monde fluctuant. Et du coup, ça commence à se rapprocher un peu à l'idée de robustesse. Alors ça, c'est très compliqué parce que là, les mots sont récupérés, sont dévoyés. Donc je suis sûr que la robustesse va aussi changer. Donc il ne faut pas forcément vous arrêter au mot robustesse, c'est plutôt le concept. Il faut aller contre l'efficacité, contre l'efficience, et c'est comme ça qu'on habite un monde fluctuant. Voilà. Voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Voilà, c'est les 3 valeurs: circularité, collectif, adaptabilité. Voilà. Et je termine avec les 2 bouquins. Voilà. Merci. Merci beaucoup de vos 2 interventions. Alors, ce qu'on se propose peut-être, c'est d'ouvrir le débat maintenant avec vous deux. Moi, j'aurais tout de suite 2 questions pour ouvrir les discussions et permettre aussi à la salle de poser des questions. La première, c'est, effectivement, je voudrais revenir sur la notion de résilience. Je me demande si finalement la résilience n'est qu'un accident de performance, ou est-ce que ce n'est pas une façon de passer, mais vous avez un peu répondu à la question au terme de votre présentation, ce n'est pas une façon de passer justement de la performance à la robustesse. Enfin, je me demande si, est-ce que la résilience, si vous y revenez, est-ce que c'est seulement un accident dans une logique de performance, ou est-ce qu'on ne peut pas donner... est-ce qu'il faut jeter complètement la notion de résilience, ou est-ce qu'on peut en conserver un peu quelque chose? Et puis la deuxième question, c'est... elle est peut-être pour vous, Olivier, elle est sur le sujet de la fragilité, de la robustesse. Effectivement, vous avez évoqué le fait que la logique du vivant, elle est très interactive, interactionniste, on va dire, je ne sais pas comment l'appeler, mais vous évoquez que l'interdépendance systémique entre les éléments, à un moment donné, peut être élément de fragilisation. Et donc je me demande comment vous êtes passé très vite sur la notion d'échelle. Il y aurait un seuil, un effet de seuil où l'interdépendance deviendrait plus fragilisante, ou fragiliserait le système plus qu'autre chose. Ces 2 remarques pour essayer de lancer un peu les débats, mais la parole est surtout à la salle et aux questions que vous pourriez avoir vis-à-vis des 2 interventions. Bon, alors, moi, je vais répondre, de ce que je crois comprendre de votre question. Bon, c'est une question qui revient souvent sur le... on n'a peut-être pas le même avis là-dessus. Hein, sur faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain? Bien sûr, moi je suis partisan de jeter tout. Hein. Le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il est contaminé, le bébé. Donc tant pis, on en fera un autre. Olivier nous propose d'en faire un autre, alors allons-y. Non, je pense que... Parce qu'en fait, je pense que la notion de résilience... pour moi, ce n'est pas une notion qui est détournée. Pour moi, c'est un instrument de détournement. Et donc, pourquoi ? Quitte à me répéter, mais en reformulant autrement, c'est qu'en fait, pour moi, la notion de résilience, elle nous autorise à nous défocaliser, à défocaliser notre attention des causes de ce qui nous arrive aux effets. Déjà, ça, c'est problématique. Donc, elle détourne notre attention des causes vers les effets. Elle détourne aussi, elle nous défocalise de l'objectivité de la catastrophe, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'objectivité de ce qui nous arrive, vers la subjectivité de la gestion de ce qui nous arrive. Donc, c'est ça, moi, que je veux critiquer. C'est vraiment le fait que c'est un outil d'accusation des victimes, pour grossir le trait, ou en tout cas de responsabilisation des victimes. Et d'autre part, alors responsabilisation en plus, d'autant plus psychologique en fait, qui fait peser tout sur la psychologie des victimes. Et enfin, c'est aussi une technique de détournement, parce qu'elle cherche à nous détourner de la peur et de la colère. Ça, je n'ai pas assez insisté tout à l'heure, à nous détourner de la peur et de la colère pour aller vers une espèce de joie agissante de l'action dans le désastre et dans la survie. Je ne suis pas contre l'action, hein. C'est pas ce que je signifie. Je ne dis pas qu'il faut rester bouche bée devant et sidéré, mais par contre, agir en co-gérant le désastre sans s'attaquer aux causes, et agir en survivant, ce n'est pas agir pour vivre. Et comment dirais-je ?
Je pense que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'en profite pour le dire, j'insiste beaucoup dans mon travail sur les vertus de la peur. Alors, je suis pas, parfois, certaines personnes m'ont dit « mais vous êtes un marchand de peur », mais pas du tout. Mais moi, je reprends les travaux de Gunther Anders sur la question de la peur et que je trouve très intéressant. Il dit qu'on a honte de la peur dans notre siècle technologique, alors qu'en fait, il dit en fait les États cherchent absolument à nous mettre à l'abri de la peur. C'est ce que je disais tout à l'heure, gouverner par la peur de la peur. Et c'est ça, les apôtres de la résilience, c'est ça qu'ils font. Ils réduisent au silence la liberté d'avoir peur. Or, la liberté d'avoir peur renvoie à la capacité d'une population donnée, là je cite Anders, capacité d'une population donnée à éprouver une peur à la mesure du danger qui pèse sur elle, de ressentir la quantité d'angoisse qu'il faut que nous ressentions si nous voulons vraiment nous libérer du droit d'être libérés de la peur et avoir peur afin d'être libre. Excusez-moi, la formule peut vous paraître tordue, mais c'est ça qui est important, c'est que la peur contribue à la prise de conscience qu'on mène une existence dans un monde qui est devenu de plus en plus faux, c'est-à-dire un monde où on est structurellement placé, je dirais même déplacé, on est placé sous la menace permanente et en fait, on nous dit qu'il ne faut pas qu'on s'oppose à cette menace, en fait. Et on devient finalement, nous, en tant que sujet, objet d'un ajustement indéfini au nouvel environnement. Et finalement, on ne fait rien. Si on n'a pas peur, on ne peut pas agir. C'est ça que je veux dire simplement. Je pense qu'en amont, finalement, ma réflexion se situe un peu en amont. Alors, c'est pour ça qu'elle peut vous paraître un peu plus presque philosophique, mais elle se situe en amont de ce que Olivier vous a montré. C'est que moi, je pense que ce que Olivier nous montre, je ne vois pas comment c'est possible d'y aller si d'abord on n'a pas pris peur. Voilà, c'est un peu ça que je me dis. Peut-être qu'il n'est pas d'accord. Hein. Mais voilà. Et puis après, moi, j'ai des petites questions aussi. Mais voilà. Je vais rebondir aussi là-dessus. Moi, sur la résilience, vous avez vu, le seul truc positif que j'ai dit sur la résilience, c'est que ça permettait de dire que le développement durable était arrivé à une forme d'impasse et ça prenait acte d'un monde fluctuant. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas juste parler de fluctuation? C'est du constat. En fait, souvent, vous savez, quand on formalise un problème, c'est souvent qu'on a en fait déjà identifié la solution et on essaie de trouver le problème qui va avec. C'est un petit peu ce qui se passe avec la résilience finalement. C'est en fait, vraiment, encore une fois, on apporte la meilleure réponse à la mauvaise question. Donc il y a un moment, il faut juste prendre le temps, il faut passer plus de temps sur les questions. Il faut passer plus de temps sur la question. Typiquement, c'est la démarche artistique. Les artistes, ce sont des fabricants de questions. Il faut passer c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. C'est la phrase de Pierre Soulages. Il faut passer beaucoup plus de temps sur les questions. C'est assez, tous les matins, quand vous écoutez les infos, c'est assez clair qu'on ne passe pas de temps sur les questions. On passe beaucoup de temps sur les réponses. Par contre, ça, c'est sûr. Donc du coup, moi, la résilience, je ne sais pas si je la mettrais complètement à la poubelle, je garderais juste le côté fluctuation, c'est-à-dire que voilà, ça permet d'acter la fin du développement durable, ce qui est déjà quand même quelque chose, et le monde fluctuant. Mais du coup, je garderai que le mot fluctuation. On n'a plus besoin du mot résilience, Et sur les interdépendances, en fait, oui. Alors c'est le vivant est interdépendant, mais pluriel. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est une diversification des interactions. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un peu l'impression d'avoir multiplié les interactions avec Internet, le numérique, la mondialisation. Mais non, en fait, on a réduit les interactions. On a fait des interactions monolithiques avec quelques acteurs. La moutarde canadienne, les microprocesseurs taïwanais, le canal de Suez. C'est incroyable. On a rendu la planète, c'est même pas un village. Un village est beaucoup plus riche en interactions que cette planète mondialisée qu'on a créée. Donc ça, la fragilité, elle est plutôt dans la simplification. Et donc en fait, nous, dans la réduction. Donc nous, on a, les êtres vivants, eux, multiplient les interactions. La plupart des interactions des êtres vivants ne sont pas utiles au sens littéral du terme. Il y a beaucoup de choses qui ne servent absolument à rien et qui sont justement là. Alors, il n'y a pas de raison pour qu'elles soient là, mais en fait, elles sont utiles dans un monde impensable. En fait, le vivant est adapté à un monde impensable.
Bon, alors nous, on va vers un monde à plus 2 degrés. Je peux vous garantir qu'un monde à plus 2 degrés, c'est un monde impensable. C'est un monde impensable. Donc du coup, il y a certainement des choses à prendre. Peut-être juste sur la peur. Souvent, on dit que les scientifiques sont des alarmistes. Vous savez, on tire les sonnettes d'alarme, les scientifiques. Alors, si vous lisez bien, je prends le rapport du GIEC parce que c'est ce qui est le plus connu, mais il y en a plein d'autres ailleurs aussi. Si vous prenez le rapport 1, 2, 3 jusqu'à 6, ça s'aggrave à chaque fois. Donc si le rapport est de plus en plus noir, on va dire, ça veut dire que les scientifiques sont trop optimistes. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas assez alarmiste. C'était la même chose pour le trou dans la couche d'ozone. Les scientifiques s'étaient plantés, en fait, et c'est pour ça qu'il y a eu une réaction d'ailleurs. Ils étaient trop optimistes. Ils se disaient oui, finalement, c'est grave, mais il y a encore un peu de temps. Puis ils ont refait leurs calculs et puis ils se sont dit ah oui, non, en fait, c'est très grave. Et c'est là qu'il y a eu une réaction politique, quoi. Donc en fait, non, on est trop alarmiste. Donc en fait, la peur, et moi je suis d'accord, il faut la garder, la peur. Ça peut être. Il y a un moment, comment dire, c'est ce que je dis parfois, c'est quand vous rentrez dans la question socio-écologique, il y a plusieurs étapes. Voilà, il y a des moments où on se dit, au début on n'y pense pas. Après il y a un moment où on se dit ah oui, c'est à peu près comme le chômage, comme le pouvoir d'achat. Puis il y a un moment où on rentre un peu plus dedans, on se dit ah oui, non, en fait c'est quand même un peu au-dessus du reste. C'est un peu l'enjeu existentiel du siècle. On se rapproche de la falaise, et plus on se rapproche, et plus la falaise augmente. Et là on se dit ah oui, en fait on ne va pas y arriver, quoi. On ne va pas y arriver. Il y a un moment où on se dit on ne va pas y arriver. Et puis il y a un autre moment, juste après, où on se dit en fait on ne veut pas y arriver. En fait, c'est pas du tout la bonne voie, quoi. Il faut partir comme ça, quoi. Donc voilà, une performance robustesse. Bon, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je propose, comme Thierry avait des questions pour vous, Olivier, si vous pouvez les poser. Oui, mais je voulais, mais je veux pas prendre la parole par rapport au public, mais non, je voulais dire, mais peut-être que ça peut faire avancer la discussion, c'est que bien sûr que tu as commencé en parlant de science-fiction, en disant la science-fiction n'existe pas. Ça paraît être comme ça un peu, c'est en début de speech et on l'oublie, mais c'est fondamental, je pense. C'est fondamental parce que ça me fait penser encore une fois à ce que disait Anders au moment où c'est un philosophe allemand qui a travaillé sur le nucléaire, mais aussi sur le progrès technologique de manière générale, avec son fameux ouvrage L'obsolescence de l'homme. Mais quand il observait les premiers astronautes américains allant sur la Lune, il disait le monde est déjà en train de dégénérer pour devenir l'image de ces cartoons. Le monde est déjà en train de dégénérer pour devenir l'image de ces cartoons. Eh bien, en fait, oui, bien sûr, c'est ça le problème. C'est que si on construit le monde à l'image des cartoons, on est mal barré. Et effectivement, pour moi, la résilience rentre complètement là-dedans. Parce que pour ce que je dis souvent, un peu de manière ironique, excusez-moi, mais c'est que la résilience est aux humains ce que Bugs Bunny est aux lapins, en fait. Je vous laisse méditer. Mais c'est ça, c'est une autre manière de dire ce que tu as dit. Et qu'en fait, la réalité, c'est pas Bugs Bunny. Parce que Bugs Bunny, ce sont des humains qui lui dessinent ses issues. Vous savez, Bugs Bunny, il a cette capacité à dessiner ses portes de sortie. Mais ça n'existe pas. Bugs Bunny n'existe pas et il est encore moins possible que, n'existant pas, il puisse dessiner ses propres portes de sortie. Ce sont des hommes qui le font pour lui. Donc, enlevez ça de votre tête. Il faut qu'on enlève ça de notre imaginaire. C'est pas possible. Et donc, ce que je veux dire aussi... Alors, donc, ça, je voulais faire cette remarque. Je voulais faire la remarque aussi, tu as dit, je ne suis pas collapsologue, je suis heureux de te l'entendre dire, parce que moi non plus, évidemment. Par contre, ce que j'ai lu du rapport parlementaire tout à l'heure, par la mission parlementaire de la résilience nationale, ils sont dans la décollapsologie complètement jusqu'au cou. C'est-à-dire, quand j'ai parlé de fatalisation du désastre, pour eux, en fait, il n'y a pas d'issue, il n'y a plus qu'à se préparer. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus qu'à préparer les bunkers, en fait. C'est ça, en fait, le message. D'où l'idée que, il faut mobiliser, il faut que les jeunes soient prêts, il faut qu'ils retournent au service militaire, il faut qu'ils mettent des uniformes dans les écoles. Il y a tout ça aussi, je vous en passe. D'où aussi la fameuse journée de la résilience nationale, qui a été, dont la première édition a eu lieu le 13 octobre dernier, dont je suis sûr que vous n'avez absolument pas entendu parler, mais vous en entendrez parler à la prochaine édition. Elle existe. Mais donc, bien sûr, anti-collapsologie. Mais pour être plus précis, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais moi, ce que je constate,
c'est que là où on est coincé un peu en ce moment aussi au niveau des États, en tout cas d'une autre, si on parle d'une autre en France, c'est qu'on est dans ce que moi je qualifie un survivalisme étatique, un survivalisme d'État. Je m'explique, c'est qu'en fait, vous savez, il y a le survivalisme néofasciste que l'on connaît bien, que l'on trouve aux États-Unis, libertarien, avec du genre je prépare mes armes, si tu viens sur mon terrain, gare à toi. Bon, ça c'est un écueil massif, on est bien d'accord. Mais il y a un autre écueil massif, c'est le survivalisme d'État dans lequel on nous engage dans lequel on veut nous engager, en fait. Et ce survivalisme d'État s'appuie sur la fatalité des désastres et sur l'impossibilité de remettre en question les causes, mais de toujours s'attaquer aux effets. Donc, tout ce que tu as dit, eux, ils n'en veulent pas. Voilà. Cet abandon de la performance, eux, ils n'en veulent pas dans le survivalisme d'État. On est dans un chantage à l'effondrement, et ça, c'est odieux, c'est extrêmement dangereux. Il faut le dénoncer. Et la résilience, bien sûr, est un des outils de ce chantage. Voilà. Et ce que je voulais partager ça avec toi, c'est pas vraiment des questions, mais et puis tu as parlé de rendre résistant le blé plus concrètement. Moi, j'ai vu un écueil de ça quand même au Japon. C'est que peu de temps après la catastrophe, on a vu que les labos de recherche se sont lancés, tu sais, dans cette recherche frénétique de trouver un riz qui serait résistant au césium. Tu vois, voilà, c'est la limite. C'est qu'en fait, on rendre résistant à toutes les circonstances, y compris les pires. Donc, c'est la technologie. La résistance devient l'objet d'une technologie. Faire un riz résistant au césium, c'est de la technologie. Hein, pour faire face à la défaillance d'une technologie, comme par exemple la fuite d'une centrale nucléaire. Ça, ce n'est pas une bonne réponse quand même. C'est plutôt inquiétant. Voilà. C'est ce que je voulais te dire, mais voilà, peut-être qu'il y a des choses. Je vais reprendre dans le sens inverse. Alors, je suis tout à fait d'accord hein, sur le résistant au césium. C'est typiquement ça. Voilà, c'est typiquement la mauvaise réponse à la mauvaise question. La mauvaise réponse à la bonne question. Non, c'est la bonne réponse à la mauvaise question. Voilà. C'est ça. Il y en a d'autres comme ça. Hein. En France, là, actuellement, et en Europe, il y a des projets de recherche pour faire du maïs résistant à la sécheresse. Ça, c'est encore un truc complètement débile. En fait, on peut se dire, c'est du bon sens s'il y a la sécheresse qui arrive. Mais le maïs a besoin d'eau en juillet. En Europe, il ne pleut pas en juillet. Donc le maïs s'est adapté au sud des États-Unis. Ça n'a aucun sens en Europe. Il faut juste pas faire de recherche. Enfin, ça n'a aucun sens de faire de la recherche sur du maïs résistant à la sécheresse en Europe. Il faut juste mettre du sorgho. Enfin, il y a des épeautres. Enfin, il y a tellement d'autres espèces qu'on peut cultiver. Pourquoi mettre du maïs en plus pour nourrir des poules et faire de la viande après? Enfin, vraiment, c'est à côté de la plaque. Donc, non, je suis complètement d'accord. Ce qui me plaît bien dans les mélanges variétaux, c'est justement le côté un peu imprévisible, quoi. Enfin, en fait, on table sur l'hétérogénéité génétique au champ. Et en fait, c'est une résistance sociale, si vous voulez. C'est la société des pieds de blé qui vont résister. C'est pas les pieds de blé individuels. Et donc, en labo, en général, on a plutôt tendance à faire de l'individualisme moléculaire. Sur le survivalisme d'État, alors je ferais peut-être une petite nuance. Plus on monte dans la hiérarchie politique, et en effet, plus ça apparaît. Il me semble que dans les territoires, quand je rencontre des politiques territoriaux, que ce soit des maires à l'échelle de la région, voilà, c'est beaucoup plus ancré quand même. Hein. Il y a un lien au territoire et dans la projection dans le long terme quand même. Donc ce qui permet quand même, je trouve, d'éviter cet écueil. Alors qu'en effet, au niveau national, Là, il y a juste la seule boussole, c'est la balance commerciale, quoi. Donc du coup, il ne reste plus grand-chose. Et puis alors je vais quand même rebondir, mais là c'est plus un point, c'est pas une question, c'est un commentaire. Tu as parlé de bunker, alors je peux pas, je ne résiste pas non plus. Entre les bunkers, le Fukushima, et puis aussi le fameux sarcophage de Tchernobyl, on est quand même dans un monde qui devient extraterrestre en s'enterrant. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on vit de façon extraterrestre, on s'est complètement déconnecté des autres terriens, et notre réponse, c'est de nous enterrer. Hein. Donc c'est les bunkers, on est en train de faire Khéops, mais en version 21e siècle. Alors il y a une expo à Londres en ce moment de Magdalena Abakanowicz, très belle expo d'ailleurs, donc c'est à 1 heure d'ici, hein, c'est pas très loin, 1h30. Et il y a une phrase dans la toute fin de l'expo, Magdalena Abakanowicz, elle dit, donc c'était dans les années vers 4, enfin voilà, il y a quelques années quand même maintenant, elle disait, c'est quoi un sarcophage ?
Un sarcophage, littéralement, étymologiquement, c'est quelque chose qui mange la chair. Donc c'est une boîte qui mange la chair, sarcophage. Et quand on fait un sarcophage au-dessus d'une centrale nucléaire, comme à Tchernobyl, en fait, on est en train de manger la technologie. Et donc, c'est quand même là aussi un basculement assez intéressant, il me semble, c'est qu'on est en train d'inventer, on est en train de basculer vers, voilà, l'humain était le centre, et maintenant, c'est la technologie dont il faut se débarrasser, quoi, entre guillemets. Voilà, bon, il y a juste ça. Alors, je me permets de réagir à ce que tu dis. C'est très intéressant. Je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas trop parler du nucléaire et de Fukushima aujourd'hui. Mais tu n'es pas sans savoir qu'à Fukushima, le choix politique, en tout cas pour l'instant qui a été fait, c'est de ne pas faire de sarcophage. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Et pourquoi ils ne veulent pas faire de sarcophage? Alors bien sûr, il y a des explications techniques. Mais en fait, profondément politiquement, parce que faire un sarcophage, c'est reconnaître qu'il y a un mort dans le sarcophage. Donc c'est reconnaître que cette technologie est morte et qu'en fait, on est en train de la mettre dans le cercueil. Et ça, ils ne veulent pas le faire parce que toute l'opération, à travers la politique de résilience, c'est d'apprendre, comme on dit, enfin, en résumé, d'apprendre chacun à vivre avec, en fait. Voilà. Bon, je voulais simplement faire cette remarque. Une question m'est revenue tout de même. Il y a quelque chose que tu n'as pas, il y a un mot que tu n'as pas prononcé, et je voudrais savoir si comment tu le mets dans ta terminologie. C'est le mot d'irréversibilité. Bon, alors, je vais te dire pourquoi je parle de ça. Moi, j'ai l'impression que le monde de la performance que tu critiques est aussi un monde qui se caractérise par une recherche, enfin, une espèce de désinvolture par rapport à l'irréversibilité. En gros, je pense que rechercher la performance, c'est fortement corrélé à s'engager dans des voies irréversibles. Là, je voudrais citer, il y a, encore une fois, Gunther Anders dit, il parle du progrès. Alors toi, tu as parlé du progrès. Il dit, il n'y a progrès que lorsqu'à chaque pas de l'homme correspond un pas vers une réhumanisation possible. Sinon, c'est l'aliénation. Donc, en fait, mon souci, si je comprends ce que tu dis, c'est que je vois bien que la voie de la performance, c'est une voie à sens unique qui n'invente pas en même temps la possibilité de retour. Et c'est pour ça que la résilience est mobilisée, parce qu'en fait, elle veut nous faire croire, cette résilience, au fait que nous aurions la possibilité d'un retour à l'état initial, tout en restant dans le monde de la performance. Et comme tu l'as dit, non. Je pense que ce que tu dis m'enrichit beaucoup, vient alimenter mon moulin, je pense, d'une certaine manière. Alors, merci. En fait, aussi, moi aussi, hein, d'ailleurs. Mais dans l'Anthropocène, en fait, c'est un petit peu l'idée, en effet, c'est irréversible. C'est-à-dire que dans l'Anthropocène, dans l'ère dans laquelle on est, là, où les humains ont un impact planétaire, la nature n'existe plus. Ça, c'est irréversible. Ça veut dire que l'idée d'une nature déconnectée des humains, c'est terminé. Et là, pour le coup, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. On est dans ce monde-là. C'est que vous pouvez être au milieu de la forêt amazonienne ou dans l'Antarctique, il y aura une trace humaine absolument partout, sur tous les mètres carrés. Il n'y a plus d'eau sans plastique sur Terre, par exemple, pour le dire clairement. Vous savez, on ingère 5 grammes de plastique par semaine. C'est une carte de crédit. Bon, ouais. Si vous êtes en Indonésie, il y aura des particules de plastique au fond de la fosse des Mariannes, c'est pareil. Donc, en effet, c'est irréversible de ce point de vue-là. Et alors, sur l'irréversibilité, c'est vrai que je n'utilise pas trop ce mot-là. Pour moi, c'est... alors, comment dire, ce que je peux dire dessus, c'est que dans la performance, en fait, souvent, on se concentre sur l'espace. C'est qu'en fait, la performance, elle est souvent conçue comme une nouvelle frontière où on va des nouvelles ressources. C'est vraiment conçu souvent dans l'espace. À la limite, on va aller sur la Lune, quoi. C'est toujours l'espace qui vient. Et on oublie le temps. Sauf qu'une vie, ça a un temps déterminé. Un écosystème, ça a une dynamique temporelle. Pour faire une nouvelle espèce, il faut 1 million d'années. Pour faire de la terraformation sur Mars, il faudra 1 milliard d'années. Donc, je suis désolé pour Elon Musk, mais c'est pas trop. Il y a plein d'autres raisons qui feront que ça se fera pas. Mais voilà. Donc, en fait, le temps, c'est la chose un peu qu'on oublie
Et c'est ça qui est incroyable, c'est que il y a une forme d'irréversibilité, pas forcément par l'espace, mais bien qu'on ait occupé tout l'espace pourtant, hein, mais en fait c'est le temps surtout. Notre limite, elle est temporelle. Enfin, je vous ai montré le rapport au Club de Rome, vous voyez, on est dans le court terme. Alors par contre, ce qui est quand même pour donner une petite touche quand même réjouissante, c'est si on regarde la biodiversité, là, il y a réversibilité. C'est-à-dire que si vous massacrez la nature, mais que vous gardez quelques individus, ils reviennent et ils peuvent restaurer une biodiversité. L'exemple typique, c'est les barrages. Hein. Vous savez, quand on installe un barrage sur une rivière, l'eau qui coulait s'arrête. Quand l'eau s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? Les espèces invasives envahissent. Et du coup, la biodiversité se réduit de façon dramatique. Et c'est très rapide. Hein. Donc un barrage, c'est toujours une perte de biodiversité énorme. Si vous détruisez le barrage, alors c'est pareil, c'est un peu comme le sarcophage, on dit effacer le barrage, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Donc quand on efface le barrage, en un an, la biodiversité est restaurée. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. C'est quand même le pouvoir magique un peu du vivant, c'est cette capacité. Là, pour le coup, c'est réversible. Mais vous voyez le truc, c'est réversible parce qu'il y a une richesse des interactions. C'est la richesse, c'est la clé. Hein. Notre puits d'abondance, c'est la richesse des interactions. Hein. Et donc, ça pourrait être voilà, un écho à cette irréversibilité. Non, c'est peut-être pas une question, c'est vraiment une réaction du monde académique que dont vous avez parlé tout au début, Thierry. Je suis gênée, enfin je suis vraiment fascinée, hallucinée par tout ce qu'on fait dire à ce mot de résilience, et je l'ai découvert avec vous et j'en suis absolument convaincue. La question que je me pose à moi-même, c'est... pour moi, c'est évident qu'il y a un usage abusif de la notion. Et que, mais par exemple, avec Résilience nationale, est-ce que ce à quoi il faudrait s'attaquer, ce n'est pas ce mésusage de la notion, plutôt que de personnifier la notion résilience en parlant de fraude, frauduleuse ambition, etc. Pourquoi je dis ça ? Je vais essayer d'être rapide, mais je trouve que ce mot a eu un sens, un usage... il a eu une utilité à un moment dans l'histoire des idées. Vous avez décrit ce moment où on est passé de... moi, j'ai entendu des chercheurs absolument passionnants sur ce mot de résilience il y a 10 ans, à propos de la gestion des eaux. Et ce mot, à ce moment-là, il incarnait vraiment un changement de mentalité qui me semble important. De même que développement durable, finalement, dans les années 80, c'était poser un oxymore, c'était tout d'un coup faire prendre conscience que le développement ne l'était pas, en fait, et donc de poser un espèce d'horizon impossible. Donc je trouve que toutes ces notions, elles ont leur usage, elles ont leur sens, elles ont leur utilité, et je me demande si c'est pas est-ce que c'est bien de s'attaquer à la notion plutôt qu'à l'usage de la notion, de dire contre la résilience plutôt que contre les usages de la résilience. Il me semble qu'en tant que scientifique, on a besoin des mots et on devrait lutter contre le mésusage des mots plutôt que contre les mots, parce que je crois qu'on en a besoin en fait. Ce sont des outils et je trouve que du coup le problème pour moi, c'est qu'on en arrive du coup à simplifier ou à être simpliste avec cette notion de résilience qui à la base était quand même beaucoup plus nuancée que ce que vous en avez dit. Enfin, par exemple, ce n'est pas accepter la catastrophe. L'idée de base, il me semble qu'on m'avait expliqué il y a 10 ans de la résilience, c'était il vaut mieux plusieurs petits problèmes, ou mini-catastrophes, qu'une seule grande. C'était ça l'idée de la résilience, en tout cas dans tout ce qui était gestion des systèmes de l'eau. Il vaut mieux des toutes petites inondations plutôt qu'un énorme Katrina à la Nouvelle-Orléans, etc. Et parce que les systèmes s'habituent, parce qu'ils sont... Enfin voilà, tout ce discours-là. Ou bien, c'est pas reprendre un état initial, c'est retrouver une situation d'équilibre, mais qui peut être différente de l'autre. Donc je trouve qu'il y avait des nuances dans cette approche de la résilience qu'on n'entend plus dès lors qu'on la critique. Et ça, je trouve qu'il y avait... En termes scientifiques, c'est quand même important de pouvoir se baser sur ces choses-là. Et par contre, les usages que j'ai entendus, c'est hallucinant. Je suis tout... D'accord. Alors, mais je vais répondre brièvement parce qu'il me semble que j'ai déjà évoqué cette question. Mais en fait, moi, je n'attaque pas le mot résilience. Hein, j'attaque la résilience comme outil politique. Je n'attaque pas le mot, je n'attaque pas des mots. J'ai autre chose à faire qu'attaquer les mots. Mais
ce que je veux dire, c'est que quand vous avez Boris Cyrulnik, qui est le grand représentant de j'allais dire de la cyrulniquerie, de la cyrulnicotine en France, de la résilience, qui dit la neuroimagerie confirme l'effet thérapeutique de Jésus et nous explique comment ça marche. La foi est donc bien un facteur de résilience. Donc, quand on entend un pseudo-scientifique, grand spécialiste de la résilience, gourou à 16 heures, nous dire ça, on se dit qu'il y a un problème quand même. Il y a de quoi quand même critiquer la résilience. Pas le mot, mais la résilience. C'est-à-dire vraiment, effectivement, en tant qu'outil politique. Et donc, voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, en fait... pourquoi appeler résilience ce qui n'en est pas? Moi, ça m'a toujours estomaqué. Il y a des gens qui me disent, mais moi, je me suis guéri grâce à la résilience, j'ai trouvé des vertus thérapeutiques à la résilience. Alors, les écosystémiciens vont vous dire qu'ils arrivent à guérir les écosystèmes grâce à la résilience. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment grâce à la résilience? Est-ce qu'ils parlent vraiment de résilience ou ils parlent d'autre chose? Et pourquoi on ne parle pas de soins? Pourquoi on parle pas de partage? Pourquoi on ne parle pas d'interaction? Pourquoi on parle de résilience à chaque fois, alors qu'il n'y a rien qui relève de la résilience souvent dans les vertus qu'on lui prête. On parle de résilience pour les gens qui ont été rescapés des camps de concentration. Primo Levi, quand il est sorti des camps, il a été un des rescapés parmi d'autres. Il a dit « je suis sorti des camps par hasard ». Et or, le club des résiliomaniaques lui ont écrit qu'en fait, les gens qui sortent des camps, c'est des gens qui ont en fait rescapé parce qu'ils étaient résilients. Vous voyez ce que je veux dire? On dit que les gens du Bataclan sont qui ont réchappé des attentats sont des gens résilients. Quand vous les interviewez, ils vous disent « mais nous, on en a marre qu'on nous dise qu'en fait, on s'en sort avec la résilience. Parce que nous, j'ai la citation ici, notre malheur, on va l'avoir toute notre vie. » Voilà. Donc, faire du malheur un mérite, voilà, c'est ça le fond de commerce de la résilience. Et ça, c'est pas possible pour aller vers un monde que l'on veut changer. Voilà, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Mais je suis très bref. Je vous invite à lire ce que j'ai écrit là-dessus, plus en détail, si vous voulez une attaque plus circonstanciée. Voilà. En fait, notre rôle en fait, académique, finalement, c'est aussi d'avoir ce regard critique sur l'historique. Donc, en effet, peut-être pas, pas de faire de la cancel culture, quoi. On veut pas... ça a existé et il faudra avoir un constat critique sur comment ça se fait que la résilience est dominée à ce point-là. Il y en a plein d'autres mots comme ça. Hein. Le doute, par exemple, le doute, on l'a toujours associé à la méthode scientifique, c'est aussi une fabrique de l'ignorance. Donc, le doute est utile, mais voilà, ça peut... En fait, il y a plein d'ambivalence comme ça. Alors pour le doute, c'est plus simple parce que là on peut séparer quand même assez facilement. La résilience, elle domine tellement. C'est aussi, je pense que la réaction de Thierry, elle est forte parce que la résilience, elle est vraiment dominante et avec tous ces problèmes. Et du coup, un contre-feu est forcément fort quand on a quelque chose d'aussi fort. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat passionnant et animé que vous avez bien autogéré. Donc merci. Bravo.